Suite à la destruction de sa chaîne sans aucune justification de la part de YouTube, Modin revient, plus fort, plus gentil, et plus malin que jamais. Il y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Le Livre Noir des Républiques en France de Pierre-Philippe Blanchet. C'est le nom d'un des gars derrière la chaîne Sacre TV, une chaîne qui donne envie de dire bonsoir et de mettre des... Bref, ce bouquin m'a aidé à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a encore des royalistes. Et que c'est pas uniquement parce que le drapeau est beaucoup plus joli, ou pour faire comme Thierry Ardisson, ou Laurent Deutsch qui en 2016 a voulu donner une conférence à Trappes, l'une des plus belles villes de France, et à qui les profs ont répondu « On n'est pas là pour faire aimer la France ». Mais parce que les royalistes comme Pierre-Philippe Blanchet, qu'on va maintenant appeler Pierre-Philippe parce que c'est plus court, se sont rendus compte que les seuls moments où l'histoire de France elle est trop stylée, c'était sous la monarchie. Les royalistes sont pas vraiment de grands admirateurs de Napoléon. Alors tout commence en 1789, même si Pierre-Philippe, que nous appellerons maintenant Pépé parce que c'est plus court, lui il dirait plutôt que c'est là que tout finit. Et Google dit que c'est là que tout commence. Parce que contrairement à ce qu'on a appris à l'école, la Révolution française ne consistait pas tant à éclairer le monde de l'esprit des Lumières et des droits de l'homme qu'à une prise de pouvoir par une bourgeoisie financière qui cherchait à installer le règne du libéralisme économique, quitte à passer par le massacre de sa propre population. Et plus de 200 ans après, on se dit que c'est un pari réussi, qu'on vit pas tellement dans un gouvernement du peuple pour le peuple, mais plutôt dans un gouvernement de l'argent pour l'argent. D'ailleurs, Karl Marx lui-même appelle la Révolution de 1789 un coup d'État bourgeois. Et la République serait un tel poison que Bismarck, grand ennemi de la France, disait qu'avec l'Internationale, il mènerait les républicains où il voudrait. Ils n'ont plus rien de leur père de 1792 à qui il restait quelque chose des sentiments du patriotisme puisés sous la monarchie. Et ils se foutaient bien de la gueule de ceux qui disaient que leur patrie c'était le monde, parce qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Tenez, voilà des joints et une guitare. Et il a bien compris qu'il pouvait exploiter cette République à son avantage. Il dira lui-même « Vive la République ! À bas les Bourbons !» La République, c'était un régime qu'il ne souhaitait qu'à ses ennemis. Alors pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre ce que Pépé, qu'on n'appellera plus du tout parce que c'est plus court, appelle les 3 R, Renaissance, Réforme et Révolution. À la Renaissance apparaissent de nombreux changements politiques, économiques, sociaux et intellectuels. Et c'est pendant cette période qu'apparaît le mouvement humaniste qui place l'homme au centre de tout. C'est le début de l'anthropocentrisme. On commence par exemple à représenter Dieu sous la forme d'un homme. Parallèlement à ça, la découverte des Amériques et l'afflux d'or que ça impliquait mena les Européens à adopter une vision très matérialiste des choses. Donc anthropocentrisme et matérialisme vont être à la base de tout ce qui va suivre. Et le deuxième R, c'est la réforme, qui va bouleverser les doctrines économiques et les protestants vont commencer à voir le succès économique comme un signe de l'élection divine. C'est d'ailleurs en ce sens que la franc-maçonnerie peut être qualifiée de fille naturelle du protestantisme. Elle serait l'église de la République, ce qui expliquerait la volonté de celle-ci de détruire la civilisation chrétienne. D'ailleurs, tu le savais peut-être pas, mais Mélenchon est franc-maçon. Alors tout de suite, on comprend mieux. La République, c'est moi! Et la logique du protestantisme rejette donc forcément le pouvoir royal, tout comme elle rejette le pape. Ce qui nous mène au troisième R, la Révolution, qui a servi à installer la République, ce qui fait donc 4 R d'ailleurs et pas 3. Tu manques pas d'air, espèce de petite pute! Quoi? Et cette République, ce que les royalistes lui reprochent, c'est surtout son illégitimité, avec pour preuve notamment son instabilité due à sa grande difficulté à s'imposer et le fait qu'elle se soit imposée dans le sang. Parce que la révolution dite du peuple pour le peuple a quand même eu cette fâcheuse tendance à massacrer le dit peuple. Il faut noter par exemple que 80% des victimes du tribunal révolutionnaire étaient des petites gens. Mais la révolution, c'est pas juste des guerres civiles et du guillotinage à tout va. C'est aussi les jeunes lyonnais enterrés vivants au Brotteau, les noyades de Nantes, aussi appelées les mariages républicains, qui consistaient à déshabiller hommes et femmes, les attacher l'un contre l'autre et les noyer dans la Loire. Ou les tanneries de peau humaine pendant les guerres de Vendée. D'ailleurs, si tu te posais la question, la peau qui provient d'hommes est d'une consistance et d'une bonté supérieure à celle du chamois. Celle des sujets féminins présente moins de solidité, et les coutures tiennent pas. C'est aussi de ce moment-là que datent les fameuses colonnes infernales du général Turreau, qui ont traversé la Vendée en exterminant tout sur leur passage. Les femmes et les enfants étaient jetés dans des fours et le général Hammet dira d'ailleurs que c'était ainsi que la République voulait faire cuire son pain. Les guerres de Vendée, c'est, selon les estimations, entre 120 et 300 000 morts. Et l'autre grand massacre que l'on doit à la République, c'est bien sûr la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, la moitié des appelés étaient des paysans, des ouvriers agricoles et des domestiques.
Ils étaient envoyés au front dans des wagons à bestiaux, et en tenue bleue et rouge pour rendre hommage aux couleurs de la République, et qui faisaient d'eux des cibles très faciles à abattre pour les mitrailleurs allemands. 1,5 million de morts, une génération sacrifiée au nom des droits de l'homme. Et si un tel chiffre n'a jamais été atteint avant, c'est que sous la monarchie, la mobilisation générale n'existait pas. Seuls les nobles, les seigneurs, les miliciens et les mercenaires pouvaient partir faire la guerre. Ce sont les révolutionnaires qui mettront en place les levées de masse, au nom des droits de l'homme justement. Et c'est d'ailleurs une des raisons des guerres de Vendée. L'autre truc que la République déteste, mis à part le peuple français, c'est le catholicisme. Or, pour mettre en place une république, il faut deux choses. La mettre sur pied, même si c'est par la violence, et formater le peuple pour qu'il devienne républicain. Le but est de retirer tout ce qu'il y a de traditionnel dans le peuple pour le fragiliser et détruire la religion, via la laïcité, parce que la République est la nouvelle religion. Marianne est la nouvelle Jeanne d'Arc, et elle est d'ailleurs une copie de la déesse indo-iranienne Mitra, dont le culte avait été combattu par les chrétiens en 391. Donc la désigner comme symbole du pays, du point de vue des royalistes, c'est vraiment du troll. Et si la République est la nouvelle religion, les droits de l'homme sont la nouvelle Bible. Et cette conversion du peuple à la religion républicaine va se couvrir derrière la notion de régénération du peuple français. Une régénération qui se fait au détriment de la richesse historique, culturelle, religieuse et traditionnelle. Et s'il fallait détruire le catholicisme, c'est aussi parce qu'il était un rempart contre l'éclosion du capitalisme. C'est dans l'enseignement même de la Bible. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. La chrétienté commence à être considérée comme une superstition qui empêche les hommes d'user de leur raison. Et la charité commence à être reprise par l'État. Et pour régénérer le peuple, mieux vaut commencer tôt, et pour cela rien de tel que l'école. L'enfant, à l'école républicaine, devient la propriété de la République. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, l'école n'a pas été rendue gratuite et obligatoire sous la Troisième République, mais bien avant. Louis XIV déjà avait imposé aux parents d'envoyer leurs enfants dans des écoles paroissiales. Des écoles gratuites d'ailleurs. L'école se transforme en une véritable usine à républicains, c'est-à-dire des êtres matérialistes dépourvus de spiritualité, qui sont là pour faire vivre une société basée exclusivement sur le règne de l'argent. Et ce peuple, ainsi privé de croyance et de spiritualité, devient rapidement un peuple individualiste sans esprit communautaire. Et cet enseignement de l'oubli continue d'ailleurs aujourd'hui où on n'enseigne plus Clovis, Saint-Louis ou François Ier, mais les civilisations extra-européennes. L'école républicaine a quand même été, malgré tout ce qu'en pensent les royalistes, considérée comme la meilleure du monde avant de finir par chuter lamentablement. D'après Jean-Paul Brigelli, dans La Fabrique à crétins, on n'apprendrait plus aujourd'hui que 15% de ce qu'on apprenait il y a encore 30 ans. Le 2 mars 1791, le décret d'Allard va supprimer les corporations. L'économie va être complètement modifiée et le libéralisme devient la norme, c'est la naissance du prolétariat. Ah oui, Jamy ? C'est-à-dire que les travailleurs deviennent des esclaves du libéralisme. La révolution va enrichir les plus riches et appauvrir encore davantage les plus pauvres. Les enfants travaillent près de 13 heures par jour. Un peu comme moi pour monter mes vidéos YouTube qui finissent par se faire striker et sans même toucher 1 euro. Alors abonne-toi, mets un pouce, mets la cloche, partage cette vidéo, et si tu veux vraiment me soutenir, tu peux aussi me faire un petit don sur Tipeee. Bref, on exploite les enfants au nom des droits de l'homme. Les ouvriers qui se déplacent sans livret sont considérés comme des vagabonds et peuvent être condamnés et ne peuvent quitter un employeur que si celui-ci signe un quitus dans son livret. Et bien sûr, au nom des droits de l'homme. Selon le révolutionnaire Anacharsis Clootz, Corinne, ça vous irait très bien. Dans La République universelle, il explique que le genre humain ne vivra en paix que lorsqu'il ne formera plus qu'une nation unique, ce qui passe forcément par la destruction des nations forgées depuis des siècles. Le but étant de faire du monde un immense marché d'êtres numérotés au profit des manipulateurs d'argent. Le but du mondialisme est de déraciner le peuple par la déculturation, la délocalisation et la séparation des familles, afin de mieux créer la vaste entreprise mondiale pour le bénéfice d'une minorité vivant de l'usure et de l'appauvrissement généralisé. Au XIXe siècle, on va aussi assister à de nombreuses répressions, notamment en 1848 par le général Cavaignac contre des ouvriers. On parle ici de plus de 4000 morts en 5 jours, alors que Louis XVI et Louis-Philippe avaient eux, toujours refusé de tirer dans la foule. Mais il y a aussi eu la répression de la cité ouvrière de Fourmies en 1891, puis en 1907, Georges Clemenceau qui ordonna à l'armée de tirer sur les vignerons, et en 1948, une grève des mineurs sera aussi réprimée par les armes. Tirer sur la foule est un peu une tradition républicaine.
Finalement, la seule solution que la République trouvera pour ne plus avoir recours à la violence, c'est l'immigration massive pour faire pression sur les travailleurs, le tout en se protégeant derrière l'antiracisme acharné que l'on connaît. Sous la Ve République, on choisit l'élimination pure et simple de la paysannerie française pour obéir au mot d'ordre mondialiste. La décadence de l'Empire romain correspondait d'ailleurs avec l'abandon de l'agriculture. Dans l'esprit d'un royaliste, la France a été créée par les rois de France. Et ils sont vraiment les auteurs de la nation. La France, qui n'était qu'un assemblage disparate de peuples aux langues hétéroclites, serait tombée en pièces si les rois ne les avaient pas unis. La République continue encore aujourd'hui de servir les intérêts du monde de la finance au détriment du peuple, notamment en important massivement une immigration extra-européenne et en rejetant le catholicisme, religion pourtant à l'origine de sa propre civilisation, tout en restant d'ailleurs très complaisante avec d'autres. La République est un système qui gagne à ce que le peuple soit le plus stupide, le plus soumis à ses sentiments pour le rendre le plus malléable possible et ainsi diriger son vote. La plupart des gens qui votent n'ont aucune maîtrise du sujet politique et sont pour la grande majorité totalement ignorants des propositions des différents candidats. C'est ainsi que la République continue son travail de sape. Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, toujours plus loin dans la médiocrité. On ne vote plus que pour une marionnette au service des lobbies et des grandes puissances mondiales. La République, c'est aussi toujours cette vision à court terme, quand le roi, lui, avait à cœur de transmettre son savoir et son amour du peuple et du pays à son fils. Alors après tout, on peut bien se demander si un roi au pouvoir, c'est vraiment plus absurde qu'un banquier qui succède à un flanc.